on se souvient, ces images proviennent principalement des terroristes du Hamas. Et je voulais absolument pas qu'ils aient le monopole de la souffrance, de ce qui s'est passé ce jour-là. Les gens, dès qu'ils ont vu ce qui s'était passé, ils se sont tout de suite mis à réagir et tout de suite à envoyer de l'aide, de l'argent, des vêtements, de la nourriture, à tel point que les soldats et les familles demandaient d'arrêter tellement il y en avait trop. J'ai filmé sans savoir ce que j'allais voir, j'ai vu des choses sans m'y attendre. Je voulais absolument avoir la parole des enfants. Et ce qui est fou, c'est que c'est eux qui viennent. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin d'aller, excusez-moi, les parents, etc. C'est les enfants qui viennent vers moi, c'est extraordinaire. Ce jour-là, on sort du bus, on nous explique qu'il faut se mettre par terre. Et en fait, mais pourquoi? Et en fait, on comprend pas. Donc on attend, et puis le boom d'une bombe qui est éclatée par le dôme de fer, la bombe qui tombe, ce sont des bruits qui restent, tout comme le bruit de la sirène des pompiers. Tout comme le bruit de la sirène de la police. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les locaux d'Europe 1 pour parler du documentaire que vous êtes parti tourner, juste avec votre téléphone portable, façon un peu Claude Lelouch, La vertu des impondérables. C'est un film qu'il avait tourné, je crois, avec son téléphone portable. Et vous êtes parti en Israël, quelques semaines après le 7 octobre. Pourquoi cette initiative? Est-ce que c'était un besoin? Est-ce que c'était une envie? Est-ce que c'était un appel? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour dire « je pars avec mon portable et je vais tourner un documentaire » ? Je pense que c'est plus fort, c'est pas vraiment explicable. Il y a eu un appel, en effet, de vouloir comprendre ce qui s'était passé. Quand on a tous vu les images du 7 octobre, on se souvient, ces images proviennent principalement des terroristes du Hamas. Et je voulais absolument pas qu'ils aient le monopole de la souffrance, de ce qui s'est passé ce jour-là. Je voulais laisser aussi un dernier moment à ces personnes qui ont été assassinées, un dernier respect, en essayant de pouvoir capturer, non pas l'horreur, mais les visages des vivants qui raconteraient l'horreur. Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Le pays en état de choc ou un pays solidaire, comme on le voit depuis? Ah, c'est une bonne question. Je crois que j'ai été plutôt sidérée par l'entraide. Un pays en état de choc, on s'y attend. Quand il se passe quelque chose comme ça, il est normal que tout le monde soit choqué. Mais ce que je trouve ça encore plus fou, c'est cette volonté de, malgré avoir vécu quelque chose d'extrême, de vouloir en fait se remettre. Le jour où j'ai été, où je suis arrivée, je suis restée quasiment deux semaines. Et en fait, petit à petit, je vais dans le sud, je rencontre il y a du sang par terre, il y a une odeur qui est nauséabonde. On peut pleurer à n'importe quel instant. Mais le moment où je me suis effondrée, c'est quand je suis rentrée, et on le voit dans mon documentaire, dans un endroit où c'est censé être un parking, c'est devenu un entrepôt de vêtements. Et quand je vois toutes ces femmes qui viennent et qui vont et qui plient les vêtements, c'est fou de vouloir plier les vêtements avec l'âge guidé, etc. Là, je me suis dit, ah, c'est incroyable. Et là, je me suis vraiment effondrée. Je me suis dit, on ne peut pas imaginer à quel point les gens puissent être aussi solidaires les uns avec les autres, sans se connaître. Et aussi vite, aussi rapidement, parce que toute cette aide et cette entraide même internationale, elle s'est organisée très très vite finalement. C'est presque sidérant ça aussi. Très vrai, parce que même en dehors d'Israël, les gens, dès qu'ils ont vu ce qui s'était passé, c'était un jour de Shoah, ils se sont tout de suite mis à réagir et tout de suite à envoyer de l'aide, de l'argent, des vêtements, de la nourriture. C'est incroyable, de la nourriture, à tel point que les soldats et les familles demandaient d'arrêter tellement il y en avait trop. C'est ça qui était extraordinaire, c'était magnifique. Ça a été un moment où c'est vrai qu'on peut pas se douter que ce pays-là puisse être aussi solidaire. En combien de temps dans votre tête vous avez pris la décision de partir? Parce qu'on est tous en état de choc. Ouais. Comme on peut être en état de choc avec la guerre en Ukraine quand on voit des scènes abominables et surtout toutes les scènes de guerre. Oui. Là, on est vraiment en état de choc ce samedi. Mais vous, en combien de temps vous vous dites « Bon, allez, c'est bon, je pars demain, j'ai un portable, j'y vais, je filme ». C'est incroyable. C'est votre premier documentaire en plus. Ouais, ouais. Donc vous, le chaudron, là, on y va. Tout de suite. Dès qu'il y a eu en fait les attaques. Tout de suite, j'ai voulu en fait apporter mon aide. Alors moi, je ne sais pas faire grand-chose à part peut-être filmer, essayer de raconter, mais je me suis dit qu'il fallait que j'apporte quelque chose que je puisse montrer. En fait, j'ai vu le film Shoah et j'en étais extrêmement impactée. De Lanzmann, exactement. Et je me suis dit, bon, je suis étrangère, je ne suis pas israélienne, mais il y a peut-être quelque chose que je pourrais apporter à ce moment-là, que peut-être pas beaucoup de gens vont penser parce qu'ils sont plus en train de réagir, etc.
c'est de capturer et d'archiver tout ce qui se passe en ce moment, sur les premiers jours. Parce que ça, ce sont des moments que l'on pourra montrer pour prouver que ce qui s'est passé est réel. On s'attend toujours à chaque fois que lorsqu'il y a une attaque antisémite, et d'ailleurs c'est le cas, lorsque le 7 octobre a commencé, avant même la riposte d'Israël, il était déjà écrit sur les réseaux, etc., que cela était faux. Donc c'était attendu. Et je me suis dit qu'il fallait absolument archiver et honorer, peut-être pour la dernière fois, il y a eu d'autres documentaires, mais la mémoire de ces personnes qui ont été assassinées. Ce sont des jeunes, je me suis énormément identifiée. Je sais que j'aurais pu... Vous auriez pu y être, en comme fait. beaucoup d'autres Festival de mes pour amis. la paix. Mais voilà, c'est pour la paix, bien sûr. comme beaucoup d'autres, y être. Mais même être en Israël, me balader. C'est-à-dire, en fait, on voit certaines rues qui ont été impactées. On peut s'imaginer marcher, se promener, voilà. Alors ça a à voir, évidemment, surtout quand on est d'origine juive, avec le devoir de mémoire. Ouais. Évidemment. Vous teniez à porter votre brique à cet édifice-là aussi. Oui, ce devoir de mémoire qui nous accompagne. Ce que j'ai dit à mes proches, c'est qu'à l'époque, quand nous étions petits, on pouvait écouter des témoignages de la Shoah. Il y avait très peu d'images, puisqu'on le sait, les nazis ont tenu à ce que rien ne puisse être prouvé. Aujourd'hui, on peut voir la Shoah. Elle existe. Ce sont des vidéos du Hamas qui ont été filmées le 7 octobre. Et ce moment-là, je me suis dit, je ne sais pas si c'est en tant que juive ni rien, mais en tant qu'humaine, en fait, en dehors de ça. Il faut absolument montrer ce qui s'est passé, montrer les images du 7 octobre en lui-même. Je ne suis pas certaine que cela puisse... je pense vraiment que Claude Lanzmann avait compris que ce n'était pas le jour même qu'il fallait montrer, mais vraiment à la trace des vivants, montrer ce qu'il reste. Les gens qui ont été assassinés ne pourront pas parler. Ceux qui sont le plus impactés aujourd'hui, c'est ceux qui restent vivants. Combien de personnes vous avez filmé? Comment vous avez construit votre film? Parce que vous partez du jour au lendemain. Il y a 4 heures de vol pour aller à Tel Aviv, peut-être un tout petit peu plus. Ouais. C'est dans l'avion. Il a été rapide. Voilà. Il a été très rapide. C'est dans l'avion qu'on construit le film? Absolument pas. D'ailleurs, je l'ai construit en arrivant chez moi, en me disant qu'il fallait quand même que je fasse un documentaire puisque c'était mon engagement. Non, j'ai filmé sans savoir ce que j'allais voir. J'ai vu des choses sans m'y attendre. Donc je ne pourrais pas vous dire le nombre de personnes. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai eu de tout. Mais tout le monde. Et j'ai tenu à avoir tout le monde. Je voulais absolument avoir la parole des enfants. Et ce qui est fou, c'est que c'est eux qui viennent. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin d'aller, excusez-moi, les parents, etc. C'est les enfants qui viennent vers moi. C'est extraordinaire. Une petite fille qui, dans mon documentaire, elle se tient droite. Et en fait, on ne le voit pas à la caméra, mais elle refait 10 fois la vidéo. Alors attends, est-ce que je suis belle, etc. Parce que j'aimerais vraiment que ce soit bien fait et que l'on puisse comprendre ce que j'ai à dire. Et quand elle me parle, elle me dit que sa famille a été assassinée et une autre partie est prise en otage. Et là, je me dis, mais quelle force. Parce que qui pourrait être à sa place aujourd'hui, parler comme ça, devant une caméra, devant un iPhone? C'est ça qui m'a beaucoup impactée. En fait, elle porte en elle déjà l'Israël d'après. Exactement. C'est ça, l'histoire d'après, l'histoire du pays. Cette force. Cette force. Cette résilience. J'ai été à Jaffa, j'ai voulu rencontrer des Arabes israéliens, j'ai été extrêmement bien accueillie. Et même si parfois on me demandait de ne pas filmer pour éviter qu'il y ait justement des tensions à l'égard à la fois des deux côtés, j'ai été bien accueillie. Et c'est là où j'ai été heureuse de voir en fait que même ce vivre ensemble que l'on connaît si bien à Jaffa, il continue à persister. Même si il y a des alertes, des requêtes, on le voit dans mon documentaire, j'ai un juif qui me dit « n'importe qui rentre chez moi, n'importe qui, j'ouvre la porte et peut rentrer et s'abrite avec moi ». Des Arabes israéliens comme des Juifs. Et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. Comment on vit justement quand on est une Française comme ça, qui vit à Paris? On arrive en Israël et il y a les roquettes. Comment on sait où on va? Comment on sait comment faire? Et comment on fait pour... Alors évidemment, ça n'a rien de comparable. Comment on vit en ayant peur? Et ben en fait, on s'y attend pas. Parce qu'on se dit on filme un documentaire, donc on est toujours en train de se dire que c'est extérieur à ce que l'on fait. Et en fait, la première fois que j'entends une alerte, je suis dans un bus avec une tonne de journalistes français qui ne savent absolument pas comment réagir. Et c'est là où je me dis, en fait, je vis avec eux là. Il y a vraiment un risque de mourir, il y a vraiment un risque, je suis vraiment dans la période de guerre. Je la regarde, mais je suis aussi sur place. Ce jour-là, on sort du bus, on nous explique qu'il faut se mettre par terre. Et en fait, mais pourquoi? Et en fait, on ne comprend pas. Donc on attend, et puis le boom
d'une bombe qui est éclatée par le dôme de fer. La bombe qui tombe, ce sont des bruits qui restent, tout comme le bruit de la sirène des pompiers, tout comme le bruit de la sirène de la police. Il y a des choses qui sont impactantes, qui causent des traumas. Beaucoup d'Israéliens sont post-trauma depuis. L'équipe de journalistes qui ont été, j'ai été plusieurs fois en fait en Israël, le sont aussi. On a des réflexes, en fait qui se font au restaurant. Il y a des tas de choses qui parfois même on s'imagine vers où essayer de s'échapper si un jour quelqu'un viendrait avec une calache venir tuer n'importe qui. Il y a des réflexes qui se créent. C'est pas facile en vrai de vivre depuis, mais on s'adapte. Mais je pense que c'est important d'y être allé pour aller voir comment ça se passe. Voilà. De vivre avec eux. Pour ceux qui connaissent Israël, par exemple Tel Aviv est une ville, la ville où on ne dort jamais, qui est une ville très festive, très créative, qui se réinvente en permanence. Est-ce que là, vous avez découvert une ville d'une certaine manière morte? Ou est-ce que la vie aussi a repris dans les rues Tel Aviv? Alors peut-être pas comme avant, mais en tout cas, est-ce que la vie a repris ses droits aussi sous cette forme-là? Non. Tel Aviv aujourd'hui, et plus par rapport à ce qu'on a pu connaître, c'est une ville aujourd'hui qui est comme mort-vivante. Elle vit, mais tout en étant un peu morte. Les jeunes ne sont plus là. On a eu beaucoup de gens du sud qui ont été déplacés vers le nord, et notamment à Tel Aviv. Donc c'est une autre aussi culture, ce ne sont pas les mêmes personnes. Et on a aussi des gens du nord qui maintenant ont été aussi mis dans le centre. Donc en fait, on a des citoyens qui ne sont jamais réellement fréquentés. On sait que dans le sud, avec Farada, ce sont des gens qui sont super à gauche, qui ont été extrêmement accueillants pour Gaza. Et dans le nord, on sait qu'ils sont beaucoup plus côté de droite. Donc on a en fait des décalages politiques qui sont assez parfois amusants et assez marrants. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'ai voulu, dans mon documentaire, laisser les gens qui parlaient de politique, parce qu'on a de tout. Et parce qu'il est important, c'est que ceux qui ont été assassinés, ce sont des gens qui voulaient la paix. C'est très important ça. Ce sont des gens qui allaient aider à Gaza et et je voulais absolument montrer que même s'il y avait des oppositions dans les avis politiques qui sont quand même assez bien prononcées, eh bien la solidarité persiste. Israël, c'est ce que j'ai voulu démontrer, c'est une démocratie. Un peuple qui a des doutes est une démocratie. Un peuple qui a des certitudes, c'est une dictature. Et Israël est une démocratie pour ça. Moi, par exemple, 3-4 jours après que le massacre a commencé, moi j'ai des amis qui sont gazaouis. J'ai une copine dont sa famille est à Gaza et quelques jours après on s'est écrit. Je pense que parmi les messages qui existent, c'est peut-être un des messages les plus purs entre une fille qui a là-bas des gens en Israël et une fille dont elle a la famille à Gaza. Tout peut nous opposer, mais il y a une chose que je te souhaite et ce que j'aimerais vraiment au plus profond de mon cœur, c'est que ta famille aille bien. Et c'était le même message. Et qu'un jour, on puisse réellement ne plus jamais avoir de problème. Et ça, c'est vraiment quand j'ai vu ce message, etc., je me suis dit, mais c'est des choses que les gens devraient voir. C'est parce que ce n'est pas une Israélienne, ce n'est pas une Gazaoui totalement. Elle est française, je suis française. Et c'était ça, ce message de paix que je trouvais extraordinaire. Ouais, et c'est encore l'humanité, d'où l'incompréhension d'ailleurs, parce qu'ils ont été défendre la paix et ils se sont fait tuer. Ouais. Donc, et vous le disiez, par des terroristes. Par des terroristes, et c'est exactement. Ça qu'il faut appuyer. C'est important. Par des terroristes du Hamas qui ne sont pas par le Hamas et non pas par des Gazaouis. Ce n'est pas une guerre entre Israël et les Palestiniens. C'est une guerre dont le centre est le Hamas, qui va à l'encontre des Israéliens, mais aussi des Palestiniens, puisque les Gazaouis sont aussi soumis à la terreur. C'est important de porter cette voix aussi. Oui. Et vous le disiez, la certitude tue, le doute fait avancer. Il y a aussi des oppositions dans cette manière de vivre l'après 7 octobre, c'est-à-dire que Israël du Nord ne vit pas du tout la même chose que Israël du Sud. À partir d'Ashdod et Tel Aviv, c'est une autre histoire, une autre vie que la vie à Netanya, par exemple, où il n'y a pas de roquettes. Où il n'y a pas de roquettes. Mais peu importe le lieu où il se situe, où les personnes se situent, il y a, quoi qu'il arrive, la pensée d'Israël en guerre. Mais au-delà de ça, il y a la pensée de tous les otages. Les otages sont au cœur de la vie des Israéliens aujourd'hui. Il n'y a pas un jour où on ne peut pas penser à eux. Il y a des photos partout dans la rue. Tous les médias ne parlent que de ça. En fait, la guerre est concentrée non pas sur Gaza, mais sur la venue à nouveau, la libération des otages.
C'est ça, en fait, le cœur de tout ce que... des discussions des Israéliens. Vous me confiez, juste avant qu'on commence cet entretien, Anaëlle, que quand vous avez fait votre avant-première, vous étiez extrêmement émue parce que vous avez fait venir une sœur d'otage. D'ailleurs, est-ce qu'elle est toujours prise en otage? Elle n'a pas été libérée? Non. Ouais. Non. Et une otage qui est Morale. revenue. Mm. Et vous m'expliquiez que vous étiez en état de sidération. En général, c'est quand on est vraiment dans cet état-là qu'on est figé, hein, souvent, ou dissocié. On en parle beaucoup dans la libre antenne. Mais là, vous étiez devant nous, sous le grand écran, figé, alors qu'il y avait ces otages qui reviennent de l'enfer, de ce cauchemar qui était à vos côtés. Ouais, je me suis sentie pas très à l'aise de faire un documentaire, alors que ces femmes-là, avec leurs seules paroles, pouvaient juste témoigner de ce qui se passait. Quand on travaille moi j'ai vu le documentaire par exemple du Parlement israélien, le lendemain quand ça a été montré, c'est-à-dire l'ensemble des vidéos de caméras de surveillance des citoyens du Sud, mais aussi des terroristes. On voit, parmi les vidéos, on voit aussi, je crois, Morane, il me semble, avant qu'elle soit prise en otage, le moment où on la prend, etc. Il y a, quand on travaille sur ce genre de choses, parce que c'est vraiment, en fait, c'est un documentaire de guerre, enfin, pas vraiment de guerre, de la manière, enfin, c'est un documentaire sur les gens, sur les citoyens israéliens, mais quand on travaille sur des moments où les gens sont en guerre, on n'imagine pas qu'on pourrait revoir ou voir une personne sur qui on a travaillé et qui potentiellement n'existerait plus. Parce que quand on pense aux otages, on se dit qu'ils ne sont peut-être parfois plus là. On a toujours le doute de leur existence. Quand je l'ai vu, tout mon être s'est figé. D'ailleurs, on m'a reproché de ne pas lui avoir dit bonjour, par exemple. Et je me suis dit, mais si je lui parle, je vais m'effondrer. Donc, il n'y aura plus rien. On m'a fait comprendre quand je faisais mon speech qu'elles étaient à côté et qu'il fallait que je les présente. Quand elles ont parlé, j'ai été très froide. Et puis quand j'ai dû leur dire de partir, de quitter les lieux, en plein milieu de ma projection, j'ai été voir Morane et je me suis dit, elle doit me détester. Et à peine je vais lui parler, qu'elle me prend dans ses bras et qu'on s'effondre toutes les deux. Enfin, elle me remercie, alors que je sais rien, elle n'a pas à me remercier. Mais elle me prend dans ses bras en me disant qu'elle a vu quelqu'un qui était parti pendant le festival. Et moi, évidemment, je m'effondre. Parce que pour moi, cette personne-là, je l'ai vue, j'ai travaillé sur son image. Et j'ai la sœur de Romy aussi qui, elle, est dans le désespoir de savoir si oui ou non sa sœur sera encore en vie et pourra, elle aussi, être un jour présente pour témoigner. Quand je les ai fait quitter, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je crois que j'ai jamais pris quelqu'un dans mes bras sans vraiment la connaître. Et je pense que ce qui m'a le plus heurté, c'est qu'elle m'ait dit, tu sais, ce qui est fou, c'est que quand j'étais là-bas, je ne pensais pas que quelqu'un pouvait penser à moi de cet ordre. Je ne pensais pas que les gens pensaient à moi. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui étaient avec nous. Et ça, c'est vrai, cette personne-là ne savait pas que j'existais avant de se rencontrer. Et nous sommes des millions à penser toujours, chaque jour, hein, à ces otages qui sont encore aux mains du Hamas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.